Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, on voit bien que les entreprises essayent de faire de leur mieux pour essayer de décarboner et répondre à des problématiques de développement durable, mais on voit bien qu'elles ont beaucoup de mal à y arriver. Et comme on va le voir aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, nous sommes heurtés par deux phénomènes extrêmement majeurs. L'un très visible, le réchauffement climatique, et l'autre dont je vais parler. Alors je ne vous cache pas que honnêtement, c'est une gageure. Ce dont je vais vous parler, c'est arrivé précédemment 2 fois dans l'histoire de l'humanité. Donc vous présentez ça en 20 minutes, c'est mission impossible. On va essayer quand même. Alors là, effectivement, on est au festival Tech and Fest, et donc on entend beaucoup parler de technologie. Et ces technologies, évidemment, elles nous fascinent, ça c'est absolument clair. Et pas n'importe quelle technologie en l'occurrence, puisqu'on entend beaucoup parler évidemment de technologie numérique. Et à chaque fois qu'une de ces technologies numériques apparaît, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'elles vont changer? Qu'est-ce que la blockchain va changer? Qu'est-ce que l'IA va changer? Et du coup, en fait, une grosse partie des stands et des interventions aujourd'hui sont sur ces sujets, trouver des cas d'usage. Or, on sait très bien que 99% des cas d'usage qu'on envisage quand une technologie apparaît sont complètement faux. Et en fait, ces technologies numériques, quelles qu'elles soient, ne changent finalement qu'une chose et qu'une seule chose. C'est que ces technologies numériques, en fait, nous font passer d'un monde où un type d'acteur particulier avait le monopole des moyens de production, c'est-à-dire les entreprises, à un monde où technologie après technologie numérique, tout un chacun a, s'il le souhaite, les moyens de faire ce qu'auparavant seules les entreprises pouvaient faire, c'est-à-dire créer, designer, copier, répliquer, fabriquer, distribuer, communiquer. Et bien, vous pouvez prendre n'importe quelle technologie numérique, elles conduisent toutes à ça, et bien évidemment, l'effet le plus fondamental de l'IA générative de ChatGPT, c'est qu'elle permet à tout un chacun, au commun des mortels, de faire des choses qu'auparavant seules les entreprises, seuls les professionnels étaient capables de faire. Et ça, c'est un changement qui est absolument fondamental. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vécu depuis plus de 200 ans et qui conduit à 2 tendances qu'il faut avoir en tête. La première de ces tendances, c'est ce qu'on appelle la prosommation. Qu'est-ce que c'est que la prosommation? C'est une situation dans laquelle un consommateur, qui habituellement est passif, se retrouve impliqué, soit au niveau du design, soit au niveau de la fabrication, soit au niveau de la distribution. Avant les technologies numériques, on a très très peu d'exemples de prosommation. Vous avez votre propre tailleur, vous êtes un prosommateur parce que vous participez au design. Vous achetez des meubles Ikea, vous êtes un prosommateur parce que vous participez à la fabrication. Vous achetez votre porcelaine en magasin d'usine à Limoges ou votre vin en propriété au lieu d'acheter chez Nicolas. Et ben vous êtes un prosommateur parce que vous participez à la distribution. Mais avant l'arrivée des technologies numériques, quasiment rien. Et puis les technologies numériques arrivent et au début des années 2000, il se passe quelque chose dans le contenu. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe Napster, Kazaa, BitTorrent et un phénomène de piratage massif qui voit les consommateurs copier de la musique, des films, des jeux vidéo, etc., etc. Eh bien, ce piratage, c'est de la prosommation. Ce sont des consommateurs qui s'emparent des technologies numériques pour faire le job des maisons de disques, les jobs de la Fnac et les jobs de Virgin Megastore. Et ça, cette création, parce qu'il n'y a pas que de la copie, ces prosommateurs, ils vont créer des encyclopédies collaboratives, des sites de news, des programmes radio avec le podcast, et bien ça va massivement disrupter tout un tas de secteurs. Vous avez des entreprises centenaires, des titres de presse centenaires qui vont disparaître, des encyclopédies historiques qui vont disparaître, etc. Ce phénomène, ensuite, il a atteint les services. Au début des années 2010, le gros truc à la mode, c'était la sharing economy. Mais qu'est-ce qu'il y a de neuf dans la sharing economy? Le fait de louer une perceuse quand on n'en a pas une, le fait de louer une chambre au bord de mer quand on n'a pas d'appartement au bord de mer, ou le fait de louer une voiture ou de payer quelqu'un pour qu'il nous emmène de A à B, il n'y a rien de neuf là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il y avait de neuf dans la sharing economy? Ce n'était pas ce qu'on faisait, c'est qui le faisait. Et qui louait la perceuse, qui louait l'appartement, qui louait la voiture, ce sont des particuliers, des prosommateurs. Et ça, l'arrivée des particuliers dans le domaine des services a massivement disrupté, tué tout un tas d'entreprises. Et ça, on a appelé ça l'ubérisation. Ce phénomène s'est ensuite propagé au niveau des objets physiques, on est en plein dedans. Donc si vous suivez l'actualité économique, vous avez probablement entendu parler de la faillite de marques qui ont vécu pendant très très longtemps, Koukaï, Camailleux, Gosport. Et si vous lisez la même presse, qui est le coupable? Vinted, Le Bon Coin. Et c'est quoi ça? Ça, c'est de la prosommation.
Ce sont des individus en fait qui s'emparent d'objets de deuxième main et qui, avec ces objets de deuxième main, en fait, rentrent en concurrence avec les entreprises établies. Et parfois, en fait, les technologies numériques leur permettent de faire du dropshipping, c'est-à-dire qu'ils ont accès aux mêmes fournisseurs que ces entreprises. Et ça, on n'a pas de nom pour ça. On appellera peut-être ça la vintagisation. Mais en tout cas, c'est déjà en train de disrupter tout un tas d'entreprises. Et puis le dernier domaine, évidemment, c'est celui de l'énergie. Vous avez des panneaux solaires? Vous avez une pompe à chaleur? Eh bien évidemment, vous êtes un prosommateur. Et ça, on appelle ça l'autoconsommation. Donc on voit que les technologies numériques ont permis une étendue progressive de la prosommation dans différents secteurs. Et il est évident que l'IA générative ne va faire qu'accentuer ce phénomène. Donc ça, c'était le premier phénomène dont je voulais vous parler, mais il y en a un autre, la plateformisation. Et donc, à mesure que la prosommation gagnait les contenus, les services, les objets physiques, etc., on a vu apparaître des acteurs au début qu'on ne comprenait pas du tout. Donc cette slide date de 2015, et on se disait, mais en fait, Uber est la plus grosse compagnie de taxi du monde, ne possède pas de taxi. Facebook, première entreprise de contenu, ne fait pas de contenu. Alibaba n'a pas de stock. Et Airbnb ne possède peut-être même pas un canapé. Eh bien ça, il faut comprendre que l'émergence de ces plateformes qui sont devenues des acteurs extrêmement puissants est en fait une nécessité à cause de quelque chose qu'on appelle en économie les coûts de transaction. Donc qu'est-ce que sont que les coûts de transaction? En fait, c'est le temps ou l'argent que vous allez passer avant d'acheter pour chercher ce qui existe, pour négocier, pour contractualiser, et ensuite le temps ou l'argent que vous allez passer pour faire respecter le contrat. Alors imaginons un Airbnb sans Airbnb. Imaginons que vous voulez passer un week-end à Rome. En plus des 3 chaînes d'hôtels que vous connaissez bien, en fait, j'ai vérifié, il y a plus de 120 000 listings sur Airbnb. Donc imaginez 120 000 prosommateurs, 120 000 listings, sauf qu'il n'y a pas d'Airbnb, donc chacun a leur site web. Vous imaginez le temps que ça va vous prendre de trouver ces 120 000 sites web avec Google. Sites web, évidemment, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ils n'ont pas la même info. Ensuite, vous allez devoir négocier avec chacun de ces prosommateurs. Il n'y a pas de contrat type. Et puis, il va falloir prendre une décision qui, par nature, va être extrêmement complexe puisque tellement c'est difficile de comparer. Et enfin, si vous arrivez à Rome et que vous trouvez porte close, qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On peut faire un procès à Novotel. Vous n'allez pas faire un procès à un consommateur romain. Donc, on voit bien que sans les plateformes, la prosommation, c'est un cauchemar. Et d'ailleurs, la prosommation existe toujours avant l'arrivée des plateformes. Il y a eu du Airbnb avant le Airbnb, il y a eu du Wikipédia avant Wikipédia, etc., etc. Mais ce n'est que quand les plateformes arrivent qu'en fait, cette prosommation décolle. Et ces plateformes, parce qu'elles absorbent ces coûts de transaction, parce qu'elles les réduisent, elles obtiennent quelque chose qui est extrêmement précieux, et on va le voir, qui est absolument fondamental, et quelque chose qu'on appelle dans le monde de la recherche le capital social. Alors, rien à voir avec la notion comptable. Qu'est-ce que le capital social? Eh bien, c'est de la confiance, des liens sociaux, des réseaux sociaux, des normes partagées, des valeurs partagées qui génèrent de la coopération et de la réciprocité. Ces plateformes, en fait, en absorbant les coûts de transaction, elles font émerger des communautés d'utilisateurs qui créent ces liens entre eux et vis-à-vis de la plateforme. Et ce capital social, il est tel qu'il conduit à des externalités. C'est-à-dire qu'en fait, plus une plateforme a du capital social, plus elle va attirer du monde, plus elle va générer du capital social. Et surtout, on ne veut pas plusieurs plateformes. Parce que s'il y a plusieurs plateformes, on perd du temps. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je me rappelle avec nostalgie de l'époque où il n'y avait que Netflix. Le vendredi soir, c'était simple, on allumait Netflix, il y avait 3 recommandations, on en choisissait une. À 10h30, on avait regardé un bon film, on allait au lit. De nos jours, à 10h30, on n'a toujours rien regardé. On est en train de regarder qu'est-ce qu'il y a sur Netflix, qu'est-ce qu'il y a sur Prime, qu'est-ce qu'il y a sur Disney+, etc., etc. Donc on voit bien effectivement que plus il y a de plateformes, plus il y a des coûts de transaction. Et donc ces technologies numériques donnent naissance à ces 2 phénomènes, de prosommation et de plateformisation. Et ça n'est rien moins que le signe de notre entrée dans un nouveau régime économique. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été envisagé par quelqu'un qui s'appelle Alvin Toffler. À la fin des années 70, Alvin Toffler voit l'arrivée de l'ordinateur personnel. Or, l'ordinateur personnel, à l'époque, c'est complètement débile comme idée. En fait, un ordinateur, ça fait à peu près la taille de cette pièce. Donc parler d'ordinateur personnel dans les années 70, c'est comme si on parlait aujourd'hui de centrale nucléaire personnelle.
Et l'ordinateur, dans les années 70, c'est le symbole même de la puissance des entreprises. Ça coûte des centaines de milliers, voire des millions de dollars, et seules les plus grosses entreprises ont un ordinateur. Et quand je dis un ordinateur, souvent, c'est littéralement un ordinateur. Donc pour Toffler, le fait que les individus aient à portée de main ce même outil qui est la puissance des entreprises change tout. Et du coup, Toffler se pose la question de se dire, mais en fait, quand est-ce qu'on a eu des changements de cette magnitude dans l'histoire de l'humanité? Et en fait, il en identifie deux. Un, la révolution néolithique qui nous fait passer d'une population de chasseurs-cueilleurs à une population agricole. Et deux, la révolution industrielle qui, par la mécanisation, fait émerger un nouveau type d'acteurs, les entreprises, qui, elles, ont le pouvoir parce qu'elles possèdent les moyens de production. Donc Toffler, lui, voit un monde dans lequel les individus équipés de PC vont collectivement générer de l'information, et l'information, c'est extrêmement précieux, et du coup, en fait, ils vont prendre le pouvoir sur les entreprises qui seront transformées en simples exécutantes. Alors, quand on voit la place de l'information, des communautés, le fait qu'on est tous devenus des prosommateurs, on ne peut être qu'impressionné devant la qualité de ses prédictions. C'est d'ailleurs Toffler qui a créé le terme prosommateur. Mais on voit qu'il manque quelque chose. Ben oui. Où sont les plateformes? Eh bien, les plateformes, elles sont là. Les communautés, évidemment, sont importantes. Ce sont elles qui font le travail. Mais dans l'ère industrielle, ce sont les ouvriers qui font le travail. Ils n'ont pas le pouvoir. Dans l'ère agricole, ce sont les fermiers qui font le travail. Ils n'ont pas le pouvoir. L'organisation qui a le pouvoir à l'heure actuelle, qui on essaye de réguler à l'heure actuelle, ce n'est plus les entreprises. Évidemment, ce sont les plateformes. Alors pourquoi les plateformes ont ce pouvoir? Parce que dans le schéma de Toffler, il nous faut changer autre chose. Quand on regarde la ressource clé, donc c'est la deuxième ligne. La terre, c'est rare, je pense qu'on est d'accord. Les ressources non renouvelables, je ne vais pas vous l'expliquer, c'est rare. L'information? Ben non, l'information, c'est tout sauf rare. En fait, il y a tellement d'informations que l'information n'a plus aucune valeur. Vous le savez très bien, on vit dans l'ère post-vérité. En fait, l'information n'a plus aucune importance. Ce qui compte, ce n'est pas l'information, c'est qui donne l'information. Et pourquoi vous croyez ce qui plutôt qu'un autre? Parce que ce qui, c'est une personne ou une organisation dans laquelle vous avez confiance, dans laquelle vos amis ont confiance, dans laquelle votre famille a confiance, dans laquelle vos collègues ont confiance. C'est une personne ou une organisation avec laquelle vous partagez des valeurs, avec laquelle vous partagez des normes, vis-à-vis de laquelle vous êtes prêt à coopérer et à réciproquer. Et donc, ce qui est vraiment absolument fondamental de nos jours et qui donne le pouvoir, c'est le capital social. Et ce capital social, il est fondamentalement extrêmement rare. Pensez-y, en combien de personnes, en combien d'organisations pouvez-vous avoir confiance? C'est extrêmement limité. Pour le reste, Toffler avait raison. On est bien dans une troisième vague, mais ce n'est pas la nouvelle ère liée à l'information, c'est une ère numérique. L'ère de l'information que Toffler avait décrite, c'était quelque chose de transitoire qui a existé brièvement au milieu des années 2000. Donc voilà en fait le monde dans lequel nous étions, celui de la deuxième vague, celui de l'ère industrielle, et voilà ce vers quoi nous allons. Et ça n'est rien de moins que, en fait, le signe d'un nouveau système économique, comme je le disais. Le capitalisme, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, ce n'est pas la propriété privée et l'économie de marché. Ça existait déjà dans la Rome antique. Ce qui est caractéristique du capitalisme, c'est la concentration des moyens de production. La concentration de la propriété des moyens de production. Donc si tout le monde a accès aux moyens de production grâce aux technologies numériques de manière directe ou indirecte, par définition, nous ne pouvons pas vivre dans le même régime économique. Et c'est ça qui avait conduit un certain nombre d'experts, pourtant non marxistes, au milieu des années 2000, à prédire l'effondrement du capitalisme, parce que les technologies numériques rendaient les entreprises finalement obsolètes. Or, si énormément d'entreprises bien établies ont disparu au cours de ces 20 dernières années, on a vu que certaines avaient survécu et on a en plus vu un nouveau type d'entreprise, les plateformes, émerger. Pourquoi? Parce que cette concentration au niveau des moyens de production a disparu au profit d'une concentration au niveau du capital social. Et donc, ce qui fait le pouvoir encore aujourd'hui, c'est cette confiance, ces liens sociaux, ces réseaux sociaux, etc. Et ça nous fait rentrer dans un nouveau
régime économique qu'on appelle le capitalisme social. Je précise qu'il n'a absolument rien de social, mais qui indique que la vraie ressource rare, celle qui donne le pouvoir, c'est le capital social. Et ça, on le voit bien parce qu'en fait, capital social et capital financier sont substituts. Si personne ne vous connaît, si personne ne vous aime, si personne ne vous fait confiance, si personne ne partage vos valeurs et vos normes, vous allez devoir payer pour tout, et payer très cher. Pour le marketing, pour l'innovation, pour les services après-vente, pour le lobbying, pour le recrutement, ça va vous coûter très cher. Alors que les entreprises, les marques qui, elles, en fait, qu'on aime, eh bien, elles vont être capables de trouver des gens qui vont faire le marketing gratos, qui vont faire l'innovation gratuitement avec elles, qui vont faire le lobbying avec elles, qui vont même les aider à recruter sur LinkedIn en taguant les offres d'emploi de ces entreprises qu'ils aiment avec le nom de personnes qu'ils connaissent. Or, c'est quoi le problème ? C'est que les entreprises, qu'est-ce qu'elles cherchent à maximiser? Eh bien, évidemment, le capital financier. Et quand on maximise son capital financier, en fait, on tue du capital social. Et oui, personne n'aime les radins. Et donc, cette image que je vous ai montrée au départ, en fait, n'existe pas. En fait, au milieu, il y a toujours, absolument toujours, une plateforme. Et donc, l'arrivée de ces nouveaux acteurs n'est pas un hasard, mais une absolue nécessité. Alors, quel est le problème, du coup, pour les entreprises? Bien, le problème pour les entreprises, c'est que les plateformes, essentiellement, font le job des entreprises, puisque les économistes savent que les entreprises existent parce qu'elles absorbent les coûts de transaction. C'est la raison pour laquelle on a des entreprises et qu'on ne signe pas tous un contrat les uns avec les autres. Donc, dans ce monde-là, quand la technologie apparaît, ce que les entreprises font, c'est qu'elles utilisent la technologie essentiellement pour remplacer des humains par la technologie. Mais dans cette nouvelle ère, ces gens qui ont perdu leur emploi, qu'est-ce qu'elles deviennent? Eh bien, en fait, ils ont perdu leur emploi, mais ils n'ont pas perdu leur travail, puisque les technologies, les plateformes permettent à ces gens de continuer à faire le même travail. Les journalistes qui ont perdu leur travail sont restés journalistes. Les réceptionnistes d'hôtels qui ont perdu leur travail sont devenus réceptionnistes pour des propriétaires Airbnb. Et donc, l'ironie de la chose, c'est que plus les entreprises licencient, en fait, et plus elles se créent de concurrents. Et donc, pour garder leur travail, les entreprises doivent faire deux choses absolument indispensables. La première chose, c'est qu'elles doivent changer ce sur quoi elles se focalisent. Dans cette ère numérique, les entreprises, évidemment, se focalisent sur l'innovation. Mais quand on parle d'innovation dans l'ère numérique, évidemment, ce que les entreprises ont en tête, c'est de l'innovation technologique. Or, ce qui est assez clair, c'est que même si tout le monde pense que la compétitivité vient de l'innovation technologique, c'est pour ça que la plupart des gens sont ici, en fait. On va regarder les stands pour trouver quelle est la nouvelle technologie qui va nous permettre de tuer notre concurrent. Eh bien, en fait, toute la recherche montre que ça n'est jamais l'innovation technologique qui gagne. En fait, vous regardez tout ce qui se passe et vous vous rendrez compte que c'est toujours la même histoire. Ce ne sont jamais les entreprises qui se disposent de la meilleure tech qui gagnent. Ce sont celles qui ont le meilleur business model. Et ces entreprises qu'on appelle les big tech, en fait, aucune de ces entreprises, que ce soit Amazon, Google, Apple, Nvidia, n'a une technologie qui est supérieure aux concurrents. Ce qui leur permet de dominer, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas le high-tech. Ce qui leur permet de dominer, c'est l'innovation business model. J'aurais adoré vous en parler plus. Si vous doutez de ça, venez discuter avec moi après, on en reparlera. Et donc, la compétitivité dans cette nouvelle ère vient véritablement de l'innovation en business model. Encore une fois, on change de régime économique. Et quand on change de régime économique, forcément, le type d'innovation qui gagne change. Dans l'ère industrielle, ce qui vous faisait gagner, c'était l'innovation technologique. Dans cette ère numérique, faite de plateformes et de consommateurs, ce qui vous fait gagner, c'est véritablement l'innovation en business model. Mais le problème, c'est que les entreprises ne disposent pas des bons outils. Et les outils que les entreprises utilisent sont essentiellement des outils qui vont les conduire droit dans le mur. Alors de quels outils je parle? Des outils qui disent que la performance d'une entreprise vient de sa capacité à faire des marges financières en créant des barrières à l'entrée. Je parle d'outils qui vous expliquent que l'entreprise doit se spécialiser sectoriellement. Tout ça, ce sont des outils qui mènent les entreprises droit dans le mur et qui les empêchent littéralement de faire du développement durable et de la décarbonation. Donc, je n'ai pas le temps de les passer en revue, mais même une chaîne de valeur, ça n'a plus de sens. Une chaîne de valeur
dans l'ère numérique, ça n'a pas de sens. Le marketing et les ventes sont faits par des fans. C'est des utilisateurs qui font les dépannages sur des forums en ligne. Vous innovez avec vos utilisateurs. Ce sont des fans qui font le recrutement. On voit bien que tous ces outils qui sont encore utilisés par les entreprises et qui sont enseignés d'ailleurs dans les écoles de commerce, encore à l'heure actuelle, sont des outils qui ne fonctionnent absolument, mais absolument plus. Alors, ils ont fonctionné, c'est pour ça qu'on a du mal à s'en débarrasser. Encore une fois, ils fonctionnaient dans une situation où l'entreprise était seule à faire pour, mais pas dans le cas où l'entreprise est au centre d'un écosystème de personnes armées de technologies numériques et qui font avec. Voilà. Donc ça, ce sont les mauvais outils, des outils dont on a du mal à se débarrasser parce qu'ils ont très bien fonctionné pendant des années. En l'occurrence, ils ont tous été inventés dans l'ère industrielle. Ils étaient parfaits pour l'ère industrielle, mais en fait, ils ne le sont tout simplement pas adaptés à cette ère numérique. Donc, il faut changer d'outil. Et donc, dans cette ère numérique, les entreprises, en fait, pour pouvoir survivre, il faut qu'elles se plateformisent. C'est simple, hein, dans cette ère numérique, soit on se plateformise, soit on est plateformisé. Et se plateformiser, ça veut dire avoir du capital social. Avoir du capital social, ça veut dire créer de la valeur. Et non pas créer de la valeur pour les actionnaires, ça c'est très ère industrielle. Dans cette nouvelle ère, ce qu'il faut, c'est créer de la valeur extra-financière pour des parties prenantes qui vont aider l'entreprise à produire. Et pour ça, il faut un impact. Ces personnes qui mouillent la chemise pour vous gratuitement, elles ne sont pas rémunérées pour vous. Voilà, donc si vous polluez, si vous licenciez, si vous décarbonez pas, forcément, au bout d'un moment, vous allez avoir un problème. Et du coup, en fait, on a vraiment besoin d'autres types d'outils qui permettent d'envisager la stratégie d'entreprise. Et donc, il faut des outils liés au business model, à la cartographie des parties prenantes de l'écosystème et à l'impact. Voilà. Et du coup, c'est exactement ce que je fais avec mon équipe. J'aurais adoré vous en parler, mais là, c'est juste tout simplement pas possible. Voilà, sachez qu'effectivement, il y a un vrai challenge, et c'est un vrai challenge de compétitivité, hein, si on parle de souveraineté. Hein. C'est que les entreprises qui, les premières, se transformeront en utilisant d'autres outils de décision seront celles qui, effectivement, seront les championnes de demain. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'ère industrielle. Alors, si vous voulez en savoir plus, voilà, il y a un petit article à lire sur ces outils-là. Et je vais finir ensuite très rapidement. Voilà, oui, bon, effectivement, j'avais un slide montrant que le PIB, c'était plus pertinent, mais ça, on va le passer pour autre fois. Hop. Donc, pour finir, ça, c'est ce qui est invisible, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces technologies numériques, dans leur version low-tech, encore une fois, il n'y a pas eu une rupture high-tech, créent deux phénomènes de prosommation et de plateformisation qui nous font entrer dans une nouvelle ère économique qu'on peut appeler le capitalisme social, je répète, qui n'a rien de social. La compétitivité dans cette nouvelle ère, ça n'est pas la technologie. La technologie, c'est un ingrédient. La compétitivité vient de l'innovation en business model. Et en fait, pour pouvoir se transformer en une plateforme, il faut être capable de créer, de réduire des coûts de transaction de manière à pouvoir bénéficier de capital social. Mais ça ne se fait pas avec les outils que les entreprises utilisent et les outils qu'on enseigne encore dans les écoles de commerce. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Pour en savoir plus, je vous ai mis un QR code vers un article qui traite de manière un peu plus longue du sujet. Vous avez mon email, ma page LinkedIn, et je reste là si vous voulez en discuter. Donc, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.